Bonjour, de nouveau votre émission Aime l'été en ce mercredi 14 août. Ici Chantal Lavoie, c'est le mois d'août qui déboule. Je vous souhaite de bien profiter encore de cette saison estivale. On rencontre des invités fort intéressants aujourd'hui. Il sera question de BD et d'un festival qui vous accueille dans les prochains jours. Nous allons discuter avec une personne autiste, mentor et père aidante en santé mentale. Aussi, une grande corvée de déchets commence tout au long du fleuve Saint-Laurent et un cycliste qui s'est lancé un grand défi pour une cause qui lui tient à cœur. Bienvenue à Aime l'été. En détail aujourd'hui, une trentaine de BDistes s'invitent en fin de semaine au 12e Festival de BD à Prévost dans les Laurentides, un événement incontournable pour les amateurs de bande dessinée. On en parle avec Cynthia Desruisseaux. Également, nous aurons le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est très engagé pour les personnes autistes et leurs proches. On reçoit Lucila Guerrero, vivant elle-même avec le spectre de l'autisme, aussi une mission qui vise à changer le monde en agissant pour protéger les écosystèmes marins et aquatiques. L'objectif qui est en cours en ce moment, retirer les déchets tout au long du fleuve Saint-Laurent en sensibilisant en même temps les populations locales sur l'importance de réduire à la source les différents types de déchets et notamment les plastiques. Mais on va ouvrir avec Pascal Bilodeau qui s'est donné comme défi de traverser les États-Unis à vélo pour amasser des fonds destinés à la recherche sur l'emphysème et autres maladies respiratoires chroniques. Jusqu'à 13h, joignez-vous à nous à Aime l'été. Voilà, Aime l'été. Bonjour Nathalie. Bonjour Chantal. Écoute, on reçoit tantôt Monsieur Vigneault. Monsieur Jimmy Vigneux. Vigneux. Oui, pour Expédition Fleuve, Mission Milton. Mission Milton. Ouais, oui, je veux juste te dire, j'ai pris l'habitude quand, tu sais, des fois on achète des contenants de liqueur, c'est retenu par des petits trucs en plastique et tout ça. On a tellement vu d'images de tortues, d'animaux avec ça autour du cou. J'ai une angoisse avec ça de maintenant, de me débarrasser de ces produits de plastique-là qui ne devraient plus exister, selon moi. Ah oui, et il y en a bien d'autres. C'est un gros problème. Puis on reçoit encore certains endroits. J'ai vu certains endroits où j'ai reçu des sacs de plastique et je trouve ça choquant. Enfin, écoute, on va en parler avec Jimmy Vigneux, effectivement. En fait, c'est Mission Milton, mais en fait, c'est expédition en même temps. Enfin, c'est le départ d'une grande expédition, ramassage de déchets, tout ça. Ouais. Mais là, on a à l'autre bout du fil Pascal Bilodeau qui, lui aussi, s'est lancé tout un défi. Bonjour, Pascal Bilodeau. Bonjour, ça va bien? Mais oui, et vous-même? Oui, ça va super bien. Ben, mon Dieu, parfait, parce que là, vous êtes, j'imagine que vous vous entraînez beaucoup ces temps-ci. Ben, j'ai fini mes gros volumes d'entraînement parce que à peu près, là, j'étais à 23 jours du départ. À 23 jours du départ, c'est pas le temps de faire des grosses longues distances, là. Non. C'est le temps d'aller en affûtage qu'on appelle, puis de se reposer, faire un peu juste des petits kilométrages, là. C'est pas le temps d'aller s'hypothéquer. Ah ben vous connaissez bien, de toute façon, vous savez bien gérer votre corps à ce niveau-là parce que c'est pas le premier défi. En fait, vous allez traverser les États-Unis à vélo pour soutenir la recherche sur l'emphysème. Alors c'est quand même pas rien, puis c'est comme on dit, c'est pas votre premier défi, mais là, il est très important celui-là quand même. Ben, dans le fond, l'année passée, j'ai traversé le Canada en vélo pour l'emphysème. Puis cette année, je me suis dit, je pourrais faire les États-Unis. Vu que j'ai déjà fait le Canada, je voulais voir ce que ça faisait les États-Unis. D'accord. Alors là, cette fois-ci, c'est 5000 kilomètres en 28 jours. Ben oui, c'est 5000 kilomètres en 28 jours. C'est quand même assez... c'est des journées de 175 kilomètres. En moyenne, exactement. En moyenne. Et vous allez partir, quoi, de Los Angeles jusqu'à Montréal, hein? Oui, de Los Angeles jusqu'à Montréal. Bon. Il y a des défis de température aussi, j'imagine, les chaleurs. Oui, dans le fond, en Arizona, il va faire à peu près 25 à 30 degrés dans l'Arizona puis dans l'Utah un peu aussi.
OK. Eh là là. Alors, vous êtes un grand sportif, il faut le dire, 42 ans. Ben, je ne sais pas si vous... Oui, vous avez 42 ans, hein, effectivement. Je vais avoir 42 ans au mois d'octobre, mais vous êtes correct. D'accord, ben c'est Vous parce êtes que... correct. C'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps, oui. Alors, c'est ça. Donc, vous allez devoir affronter des températures extrêmes, justement, dans les montagnes et tout. Alors, et puis en même temps, vous aurez peut-être pas le temps de vous imprégner du climat politique, parce qu'évidemment, là, il y aura évidemment d'autres défis de ce côté-là. Mais chose certaine, c'est ça, vous avez en fait, d'abord, votre mère, votre père sont décédés de maladies chroniques, de maladies respiratoires chroniques. Ma mère et mon grand-père. Ah, votre grand-père, c'est bien trop vrai, oui. Alors, effectivement, votre mère est décédée d'emphysème, et puis vous l'avez accompagnée longtemps, hein, vous avez été proche aidant. J'étais son proche aidant pendant 4 ans. Moi, j'ai vu sa maladie évoluer. Puis je l'ai vu aussi partir, tu sais, ma mère un peu, parce que en étant proche aidant, c'est moi qui étais tout le temps là, tu sais. C'est moi qui changeais ses pots pour mettre de l'eau, pour humidifier ses sinus, pour l'oxygène. J'arrivais des fois le soir, le matin, elle était dans son lit, puis rien que se retourner, elle était essoufflée, là. C'est assez incroyable. On appelle ça, en fait, ces maladies-là, on parle de MPOC dans le jargon habituel. La MPOC, c'est l'emphysème et l'obstruction des voies respiratoires. C'est ça, c'est les deux à la fois, hein, c'est ça. C'est les deux à la fois. Il y en a qui vont avoir rien qu'un, qui vont avoir l'emphysème, rien que l'obstruction des voies respiratoires. Ma mère, c'était les deux. Oui, et ça touche autant les femmes que les hommes, hein? Ça touche autant les femmes que les hommes, c'est surtout les gros fumeurs. Ah, c'est ça, j'allais dire, ça touche particulièrement les fumeurs. Oui, c'est vraiment encore la principale cause, assurément, oui. C'est à 90%, c'est des fumeurs. Puis il y a un pourcentage d'hérédité que d'après ce que je vois, c'est 2%. Puis le reste, c'est les maladies dues au travail, tu sais, des mines puis des affaires de même. C'est ça, qui sont exposés, effectivement, de la poussière ou des choses comme ça qui sont pas évidentes pour les poumons. Alors, c'est sûr que... alors, vous avez été sensibilisé déjà à ces maladies-là, ces maladies respiratoires qui sont terribles à vivre, évidemment. Vous l'avez vu avec votre mère, finalement. Et très tôt, là, vous avez voulu, finalement, entreprendre un défi, modestement au départ, mais vous vouliez surtout que votre mère voit aussi ce que vous faisiez. Je voulais qu'elle voie que je fais de quoi pour elle. Puis elle, c'était pas question que je traverse le Canada ni les États-Unis de son vivant. Ça l'aurait trop mis anxieux. Ça aurait été l'enfer. Fait que je faisais des 1000 kilomètres en moins de 72 heures. Tu sais, dans le fond... ce qui est beaucoup quand même, là. C'est énorme. C'est énorme. C'est très fatigant pour le corps. Oui. C'est gros pour le corps. Puis vu que... Là, le dernier que j'ai fait, quand elle était décédée, je n'ai fait un dernier. Puis j'ai trouvé ça très dur parce que je me ramassais chez eux après mes 1000 kilomètres. Puis là, elle n'était plus là. Fait qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Oui. Alors, finalement, puis vous vous impliquez, avec la Fondation, l'Institut de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Oui, c'est bien ça. Alors, les fonds vont aller à la Fondation? Ça va tout à la Fondation. Exactement. Ça va dans la recherche. Parce que j'aimerais ça qu'un jour, je pense pas qu'on va enlever la maladie, mais peut-être que l'oxygène soit émis plus tard, tu sais, qu'on trouve des remèdes pour retarder l'oxygène. Ce que vous voulez, c'est qu'on facilite la vie des gens qui sont atteints de cette maladie-là. Oui, beaucoup. Puis en même temps, il y a une genre de prévention que je veux faire, tu sais, arrêter de fumer, là, tu sais. Oui. Exact. Mais peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en fait, il y a aussi des maladies pulmonaires qui sont reliées au vapotage maintenant, hein? Fait que donc, arrêtez de fumer, mais ça ne veut pas dire vous lancer vers la vapoteuse. Le vapotage, le monde qui fume du cannabis, c'est pas mieux non plus. Non, là. exactement. Même chose. Il y a des causes là-dessus. Je veux dire, tu sais, c'est dangereux aussi. Tout ce qui est inhalé de la boucane, c'est pas bon, là. Ouais. Non, évidemment. Puis, en fait, c'est ça, il y a vraiment des défis énormes, de ce côté-là, parce que, oui, c'est vrai que les jeunes, c'est vrai qu'ils ont peut-être cessé de fumer de façon générale la cigarette, là, mais c'est vrai que ça s'est transféré au niveau des vapoteuses. Ouais. Et puis, moi, excusez-moi. Allez-y. J'entends beaucoup de monde dire « Hey, moi, j'ai arrêté de fumer, je fais rien que vapoter. » Moi, dans mon cas, tu n'as pas arrêté de fumer. Là. Ouais. Exact. Puis, il y a de plus en plus de cas de jeunes, je ne sais pas pourquoi j'ai lu particulièrement des jeunes filles qui ont vapoté
15, 16, 17 ans, puis qui se retrouvent déjà hospitalisés pour des problèmes respiratoires après quelques années de vapotage. Fait que on n'est pas des spécialistes, là, on peut pas en parler. Non, mais on peut dire que c'est pas mieux, c'est pas bon. Il y a des métaux là-dedans aussi, je pense. Ben, enfin, c'est sûr, il y a des substances qui sont très nocives pour la santé, pour les poumons et tout. Oui. Et en fait, vous aviez quand même fait une belle rencontre dans votre vie qui était Pierre Lavoie, évidemment, qui vous a inspiré aussi avec son grand défi, le grand défi Pierre Lavoie. Il m'a même poussé dans le parc des Laurentides. Imaginez. Chanceux! Il m'a poussé. Ma première étape, c'est des grosses étapes, c'était de Chicoutimi à l'étape. Puis à un moment donné, il y a une gang qui m'ont poussé parce qu'eux autres, qui allaient vraiment vite, là. Puis ils ont dit, puis là, Pierre Lavoie, il arrive, il dit, je sais que tu n'en as pas besoin, mais je vais te pousser pareil. Puis ça a fait que j'ai fini mon étape. C'était sa façon de vous encourager, puis ouais, c'est ça. Puis vous aviez... Il était bien sympathique comme monsieur aussi. Ouais. Hein. Mais vous n'êtes pas un fan de peloton, là, alors vous avez par la suite décidé finalement d'être plus en solo. Ouais, ben moi, je suis pas un gars de gang, tu sais. De base, je suis pas fait de même, tu sais. Puis oui, c'était le fun pour me donner un boost, tu sais, pour dire oui, je vais essayer de grands défis pour tout ça. Mais j'ai vu que je n'étais pas un gars de gang. Ouais. Non, je comprends. Parce que les gens sont vraiment au grand défi. Les gens sont tout le temps ensemble. Là. Ils sont en gang. Dans gang, dans la même roulotte, dans la roue de l'autre. Oui, effectivement. Ouais. En fait, ce que vous avez en commun avec Pierre Lavoie, c'est de venir du Saguenay. Oui, du Saguenay, oui. Il vient de la Baie, moi je viens de Jonquière. D'accord. Alors, vous venez du même coin. Alors, donc, vous allez pédaler à compter de quelle date, là? Du 8 septembre. À partir du 8 septembre. Alors, vous en allez d'abord à Los Angeles et puis vous allez commencer votre périple. Est-ce qu'on peut vous suivre sur un site? Vous allez pouvoir me suivre sur ma page Facebook, c'est la traversée du Canada pour l'emphysème. J'ai pas changé le nom parce que c'était trop compliqué avec Facebook, changer mon nom. Fait que j'ai gardé mon même nom que l'année passée. Puis, non, excusez, allez-y. Puis, c'est ça. Je vais avoir un lien GPS, Google, que je vais changer à tous les jours puis que vous allez pouvoir me suivre. Là, vous dites que vous ramassez des sous, mais de quelle façon? Les gens peuvent contribuer en allant sur votre site Internet? Ou, oui, parce que là, vous allez vous promener d'un État à un autre. Est-ce que dans les États, vous faites des entrevues? Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense pas faire des entrevues dans les États. Okay. Je suis un Québécois, c'est pas vraiment à ma place pour faire des entrevues là. Je penserais pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un code QR sur mon sac à dos que s'ils veulent faire un don, ils vont prendre le code QR puis ils vont pouvoir faire un don en ligne. Puis vous autres, les gens, s'ils veulent faire un don, ils peuvent aller sur ma page Facebook, puis il y a un lien pour aller sur l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Écoutez, vous pouvez inspirer bien des gens parce que, bon, je connais bien des gens qui font du vélo par plaisir et qui, j'ai un ami, moi, qui arrive de faire 3000 kilomètres de vélo, justement, aux États-Unis. Il l'a fait pour son plaisir personnel, mais finalement, il aurait dû le faire pour une cause. Oui, c'est ça, pour les gens qui sont des sportifs et puis des sportifs aguerris comme ça et qui veulent aller, finalement, se lancent des défis personnels. Je trouve que, oui, vous pouvez en inspirer plusieurs, justement, pour amasser des fonds pour tant qu'à le faire, là. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours rêvé de traverser les États-Unis, de voir le paysage. C'est un rêve d'aller à Los Angeles. J'ai fait tant qu'à ça, on va le faire. Je rentre l'utile à l'agréable. Mais tout à fait. Puis, en fait, c'est parce que des fois aussi, on pense que la recherche, évolue, bien entendu, mais, vous trouviez vous-même que la recherche, dans le cas de l'emphysème et de ces maladies respiratoires, évoluait pas assez rapidement. C'est parce que le monde, comment je pourrais dire ça, ils vont arriver, ils vont dire, ceux-là qui fument, gars, ils n'ont rien qu'à arrêter de fumer. Tu sais, mais la cigarette, c'est pas... Il y a aussi le monde qui mange du sucre, tout ça. Fait qu'on on tape sur la tête du monde des fumeurs, mais tu sais, la cigarette, c'est comme comment je pourrais vous dire ça? C'est du monde qui consomme vous voulez dire en fait que il y a des gens qui ont pris l'habitude de fumer et puis c'est pas tant de taper sur la tête des gens qui fument, ils ont une mauvaise habitude, mais parfois ils n'arrivent pas à s'en débarrasser si facilement. On le sait que c'est extrêmement dépendogène.
Ben, la cigarette, c'est une mauvaise habitude. Ce que je veux dire, c'est une mauvaise habitude autant que quelqu'un qui bouffe du sucre à outrance, tu sais. Ouais, ouais. T'sais, mais le monde aime ça dire, hey, ils n'ont rien qu'à arrêter de fumer, mais c'est facile, c'est comme si vous autres, je vous dirais, arrêtez de manger du sucre. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Exactement. Et puis là, vous allez, en C'est fait... ça que je voulais dire, excusez-moi. Non, je vous comprends très bien. Mots. Non, mais je vous comprends très bien, tout à fait. Et puis, alors là, ça veut dire qu'évidemment, avec ce défi, ça veut dire pas beaucoup de matériel sur votre vélo. Là, je pense que vous vous limitez à 20 livres de matériel. Donc, une tente, un sac de couchage, de l'eau, de la bouffe. De l'eau, un peu de nourriture. Puis pas un trop peu de non vêtements, plus. Ouais. Pas trop. Puis, dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver le soir, je vais regarder où est-ce que j'ai des dépanneurs. OK, j'ai un dépanneur aux 30 km, OK, c'est beau. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma run. Puis si le soir, le dernier dépanneur, je vais me bourrer de bouffe pour la nuit. D'accord. Oh, mon Dieu. Bon. Fait que c'est de la gestion de jour en jour. Si je vois que j'ai une étape, j'ai 150 km, que j'ai pas de dépanneur, je vais me bourrer encore plus. Je vais mettre beaucoup plus de stock, je vais remettre de l'eau. J'ai quand même 3 litres d'eau dans mon dos, puis un autre litre sur mon corps. C'est ça. Donc, mais vous connaissez bien quand même le principe. Bon, puis pour la chaleur, la déshydratation, vous êtes quand même bien outillé. Vous êtes bien au fait de tout ça. Et avec les calories et tout ce qu'on doit ingérer pour faire un tel marathon à vélo, en fait, c'est vraiment... Alors, écoutez, on ne peut que vous féliciter, Pascal Bilodeau. Bravo, bravo. Ben, je vous remercie. Puis on vous envoie toutes les ondes positives. On va essayer de vous suivre, là, vraiment, pour vous encourager. C'est vraiment très important. Et je pense que tout le monde qui aime le vélo pourrait très bien vous imiter pour une cause ou une autre. Oui, ben il y en a déjà qui font comme quand je faisais 1000 km, j'ai 2-3 personnes que j'ai vues suite à ce que j'ai fait. Ah, j'ai vu des 1000 km à rebondir un peu partout, là, tu sais. Oui. Eh bien, je vous remercie infiniment, Pascal Bilodeau. Ben, je vous remercie, puis bonne fin de journée à vous. Merci à vous et bonne chance. Merci. Et Chantal, quand j'étais plus jeune, en fait, il y a de cela une dizaine d'années, avant même de savoir que mon conjoint avait un cancer, on participait à chaque année au cyclo-défi Enbridge contre le cancer. Ah. Donc, tu crées une équipe, tu amasses des sous, et puis ça va à la recherche. Et puis, on faisait Montréal-Québec. Et au départ, la première journée, Montréal-Trois-Rivières. Après ça, Trois-Rivières-Québec. Alors, oui, fait qu'il y a plein... Si on va sur Internet, il y a plein de défis vélo comme ça auxquels on peut participer pour ramasser des sous. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et tout de suite, on repart avec notre prochain invité aussi. Un beau défi de ce côté-là également. La mission Milton, c'est un mouvement collectif qu'on a décidé de lancer en 2018 afin de répondre à la problématique des déchets de plastique dans nos océans et dans nos cours d'eau. Depuis 2018, c'est plus de 320 tonnes de déchets qui ont été retirés partout dans le monde. Plus de 2500 nettoyages qui ont été organisés avec l'aide de 35 000 personnes. 35 000 volontaires nous ont aidés à nettoyer nos cours d'eau. L'objectif de la mission Milton, c'est bien sûr retirer 1000 tonnes de déchets, mais c'est surtout de viser la réduction, de sensibiliser les gens à réduire la quantité de déchets qu'on génère chaque année, la quantité de plastique à usage unique qu'on utilise à chaque année. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment changer les choses. Suivez la mission Milton, parce que c'est ensemble qu'on peut changer le monde. Celui qu'on entendait, c'est Jimmy Vigneux qui est à l'autre bout du fil. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur et chef de mission pour Mission Milton. Hein? C'est un beau défi que vous vous êtes lancé, vous et la docteure Lynn Morissette, qui est aussi qui est la chef scientifique de la Mission Milton. Tout à fait. Hein. C'est un défi qu'on s'est lancé depuis 2018. C'est parti d'un tout petit projet. On avait juste l'objectif au début de ramasser 10 tonnes de déchets en se disant que ça allait être Mais ça a notre été très vite fait. Et ça l'a explosé. Puis bon, 7 ans plus tard, là, on est rendu à 450 tonnes de déchets ramassés, 60 000 personnes mobilisées. On a des ambassadeurs un peu partout dans le monde maintenant, Sénégal, Togo, France, Danemark, Thaïlande. D'une petite page Facebook, on a créé un grand mouvement, une grande famille. Et on continue vers notre objectif de retirer 1000 tonnes de déchets. Mais comme on le disait dans la vidéo, hein, l'objectif, c'est oui de ramasser 1000 tonnes de déchets, mais c'est surtout de mettre les gens en action, de se mobiliser pour qu'il y ait du changement et de réduire notre consommation de plastique à usage unique pour limiter la quantité de déchets qu'on génère. Exactement, parce qu'il y a d'autres organismes qui font aussi du travail au niveau du fleuve, notamment, je pense à l'organisme Bleu, qui organise des expéditions, mais ce sont des expéditions aussi plus scientifiques. Mais là, vous impliquez les citoyens aussi dans la démarche pour ramasser les déchets et vous en ramassez beaucoup. Justement, vous parliez au début de 10 tonnes. Vous avez fait ça presque, je ne sais pas si c'était en quelques heures ou enfin une journée ou deux, puis c'était fait, là. Mais alors, c'est pour ça que maintenant, on parle de la mission Milton. Puis je pense que ça va, même si vous réussissez à ramasser davantage, ça va quand même rester la mission Milton quand même, là. Mais chose certaine, oui. Alors, dites-moi, vous avez eu cette idée-là. Suite à quoi? Quel a été votre déclic? Le déclic, en fait, ça faisait longtemps que je voulais m'impliquer en environnement et j'ai eu la chance de participer à une expédition où j'ai rencontré Lynn Morissette, qui s'appelait Canada C3. Et on se promenait en brise-glace sur le fleuve Saint-Laurent et on faisait souvent des sorties scientifiques et on se rendait compte qu'il y avait des déchets partout sur les berges, peu importe où on était au Québec. Et je voyais énormément de reportages dans les médias sur le fait qu'il y avait énormément de déchets partout sur les berges au Québec, particulièrement à Montréal. Puis je voyais personne faire des actions. Je voyais des gens chialer, mais personne agir. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé la mission Milton il y a 7 ans. Et là, en ce moment, on est en train de vivre l'expédition Saint-Laurent, qui est un projet qu'on a lancé avec Stratégie Saint-Laurent. Et là, l'objectif, on a un gros autobus d'Excellence Autocar qui nous suit, dans lequel on est avec 18 personnes. On a des plongeurs sous-marins, des scientifiques, une équipe de jeunes, une équipe de restauration écologique et notre équipe de communication pour mobiliser des gens partout au Québec du 9 au 23 août parce qu'il y a des déchets partout sur les berges. Il y a des places qui en ont plus que d'autres, mais partout où il y a des humains, il y a des déchets et on veut que l'ensemble des municipalités du Québec et les citoyens se mettent en action. Monsieur Vigneux, j'ai une question un peu d'amateur. Je me dis, les gens aujourd'hui, là, on fait attention. On jette plus nos déchets dans les rues. Donc, tous ces produits-là qui se retrouvent à l'eau, on sait pas des gens qui les jettent nécessairement dans l'eau. Ils se retrouvent là comment? Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a des déchets. Ouais. Oui, il y a encore des gens qui ne font pas attention quand ils vont profiter des berges, ils se font un petit peu de camp, puis ils oublient les canettes, puis ils oublient les emballages qui sont partis au vent. Donc, il y a encore des gens qui ne font pas attention. Mais vous avez raison, on est beaucoup plus conscientisés qu'avant. Ouais. Mais ce qui arrive aussi, on a beaucoup des poubelles qui débordent dans des parcs, par exemple. Et là, les mouettes, les ratons laveurs vont filer dans les poubelles. Ça déborde partout. Avec le vent, ça se ramasse dans le fleuve. Pendant la collecte, là, des fois, pendant les tempêtes, l'hiver, le bac de recyclage renverse tout part au vent. Ça finit par se ramasser dans le Saint-Laurent. Il y a aussi les surverses d'égouts. Quand il y a trop d'eau qui rentre dans nos systèmes d'égouts, souvent, la plupart des municipalités, les systèmes d'égouts ne sont pas adaptés aux grosses pluies qu'on a de plus en plus avec les changements climatiques. Donc, tout le plastique qui est jeté dans les toilettes, applicateurs à tampons, condoms, coton-tige, ça finit par tout se ramasser dans le Saint-Laurent parce que les centres de traitement des eaux sont incapables de gérer toute cette eau-là. Donc, il y a un déversement directement dans le Saint-Laurent. Et il y a aussi ce qu'on ne voit pas, le plastique qu'on ne voit pas, les microparticules de plastique. Exactement, les microfibres, oui. Exactement. Donc, à chaque fois que vous faites un lavage avec des fibres synthétiques, il y a des microparticules de plastique qui s'en vont dans l'eau. Exact. Et il n'y a aucune technologie actuellement qui permet de retirer ça. Donc, ça veut dire que vous buvez de l'eau avec du microplastique. Et on en a dans notre corps, oui, tous, effectivement. Ouais.
Alors ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, justement, outre ramasser les déchets que l'on voit, ben c'est ça, vous allez faire aussi à l'aspect scientifique de la démarche où vous allez effectivement prélever des échantillons de sédiments, justement pour tout analyser aussi quel est l'état réel du fleuve. Parce qu'on dit que le fleuve, là, il est beaucoup plus pollué qu'on pense, justement à cause de tout ça. Et puis, évidemment, on sait que ça part des Grands Lacs, hein, puis ça s'en vient, ça se décharge dans le Golfe, et puis après ça, ben, ça se retrouve aux îles de la Madeleine, ou enfin, façon de parler, là. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve avec des îles de plastique, là. Exactement. Tous les déchets, même quand on les voit plus, ils disparaissent pas. Et vous mentionniez les îles de la Madeleine, ben, vous avez tout à fait raison. Avec les courants, le plastique du Saint-Laurent se ramasse énormément vers les îles de la Madeleine à cause des différents courants marins. Donc, tout ce plastique-là, ça arrive souvent où on débarque à des endroits, on ramasse énormément de plastique, mais c'est pas le plastique de la municipalité dans laquelle on est. C'est le plastique qui a été amené par le Saint-Laurent, qui peut venir de Montréal ou d'autres villes plus près des Grands Lacs. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit se mettre en action et c'est pour ça que, puis je le répète toujours, la meilleure solution est toujours la réduction. On a beau faire attention, on a beau recycler, mais la meilleure solution est de ne pas produire de déchets. C'est sûr que on va toujours générer des déchets. On est des humains, la consommation engendre des déchets, mais il y a toujours possibilité de la réduire et de la réduire encore. Tout le monde est capable de faire un effort de plus. Vous le voyez quand vous allez au supermarché, votre panier d'épicerie est plein de plastique. À peu près tout est emballé dans du plastique, jusqu'à votre concombre, jusqu'à vos oranges. On met ça des fois dans des petits sacs de plastique. Donc ça, c'est tout du plastique qui est facilement évitable pour pas qu'il se ramasse dans l'environnement et éviter la production, parce que la production crée aussi du CO2 et ça crée encore une fois de la pollution. Mais c'est sûr qu'à courte échelle, on demande aux gens, partout, les jeunes, de s'impliquer pour faire attention. Mais si on parle des gouvernements, des municipalités, vous parliez tantôt des poubelles qui débordent dans les parcs, vous parliez des systèmes des égouts, il y a un effort qui doit être fait aussi à certains niveaux, à certains différents paliers gouvernementaux, là. Mais ça, c'est clair. Et moi, ma philosophie a toujours été la même. Plus il y aura de citoyens mobilisés, plus les élus vont bouger, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral et même les grandes entreprises. Et ce qui est merveilleux aussi dans le cadre de l'Expédition Saint-Laurent, Stratégie Saint-Laurent a développé un programme qui s'appelle le Défi Saint-Laurent. Et le Défi Saint-Laurent, c'est un programme pour les entreprises et les municipalités afin qu'elles s'engagent à prendre des engagements pour réduire la quantité de plastique qui est générée dans leur municipalité. Ouais. Donc, juste depuis le début de notre programmation de l'Expédition Saint-Laurent, on a déjà 6 municipalités qui ont décidé de prendre des engagements clairs pour les prochaines années en termes de réduction. Et ça, pour Stratégie Saint-Laurent, c'est une belle réussite. C'est important. Puis c'est ça que vous faites en même temps. Oui, quand vous vous promenez. Gardez, Jimmy Vigneux, on va vous garder parce qu'on a une petite pause à faire. Là, on a un petit 2 minutes de pause et on vous garde après pour continuer notre conversation. Quelques minutes. D'accord? Merci. Juste, on se retrouve dans un instant. Aime l'été. Et oui, deuxième moitié d'heure. Et on continue à jaser avec Jimmy Vigneux, cofondateur et chef de mission pour Mission Milton, en fait. Et on va parler aussi de l'expédition Saint-Laurent qui a commencé vendredi dernier, justement à Montréal, à la plage de Verdun. Ben oui, on a commencé notre expédition Saint-Laurent sous des pluies torrentielles. Imaginez, c'est incroyable. Hein? Vous n'avez pas vous avez pas eu la bonne journée pour faire ça. Non, effectivement. On était un peu déçus, je vous avoue, parce qu'on avait décidé de prendre la plage de Verdun parce qu'il allait y avoir plein de gens, puis ça allait être le fun. Ouais. Mais c'était pas une première. Hein? Je pense que vous aviez déjà aussi commencé par la plage de Verdun. Hein? Ah, on a déjà. Ben oui, c'est pas la première fois qu'on allait à la plage de Verdun. Mais moi, ce qui m'encourage toujours, c'est qu'il y avait des pluies torrentielles, mais il y avait des citoyens qui étaient quand même au rendez-vous. On a quand même fait notre nettoyage pour le départ de l'expédition Saint-Laurent. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est une grande tournée des berges du Saint-Laurent, de partout au Québec. On est parti de Montréal, on a fait
Matane, Rimouski, Kakuna, Montmagny. C'est déjà tout fait? Mon Dieu, vous êtes rapide. Oui, tout ça est déjà fait. Là, aujourd'hui, on est à Sorel. À 16h, on fait un nettoyage à Sorel. Après ça, demain, on est à Québec. Et après, on part pour les Escoumins, Bécomo, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre. Et on termine sur l'île d'Anticosti. Donc, notre objectif est de vraiment mobiliser toutes les communautés côtières là, sur le Saint-Laurent afin qu'elles se mettent en action pour nettoyer les berges. Et encore une fois, c'est en nettoyant qu'on se rend compte à quel point il y a du plastique. C'est pour ça qu'on utilise le nettoyage comme outil de sensibilisation pour vraiment que les citoyens se rendent compte qu'il y a des déchets. Il y en a toujours plus quand on regarde les images en Asie, puis en Thaïlande, aux Philippines. Mais au Québec, notre Saint-Laurent a aussi besoin d'être protégé. Et c'est pour ça qu'on fait cette grande opération-là qui est scientifique, mais aussi de mobilisation citoyenne. Et puis, vous faites des choses aussi durant l'année, hein? Ça ne s'arrête pas juste à faire ce grand nettoyage, cette grande expédition. Non, tout à fait. À la mission Milton, on organise des nettoyages partout au Québec, des nettoyages collectifs pour justement, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, c'est de sensibiliser les gens et de les mettre en action. On parle beaucoup d'éco-anxiété, surtout chez les jeunes, mais faut pas se tromper, il n'y a pas juste les jeunes qui font de l'éco-anxiété. Et la meilleure façon de combattre l'éco-anxiété, c'est de se mettre en action, c'est de faire quelque chose. Et de le faire collectivement, c'est encore mieux parce qu'on se sent moins seul, puis on se rend compte que finalement, quand on se met ensemble, il y a un réel changement qui est possible. Ouais. On travaille aussi avec Stratégie Saint-Laurent et l'ensemble des comités ZIP du Québec ont des projets également de restauration du Saint-Laurent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en action pour le Saint-Laurent. Et puis, en fait, ça peut être intéressant. Je lisais que vous pouvez organiser des nettoyages sur mesure, c'est-à-dire que pour une entreprise, par exemple, justement, un événement rassembleur pour les employés, vous pouvez organiser un grand nettoyage comme ça en collaboration avec une entreprise, par exemple, qui voudrait faire un geste. Et puis, en fait, il y a des fonds qui vont à votre organisation à ce moment-là. Exactement. Comme vous dites, on offre le service aux entreprises, aux municipalités, à tous les groupes, en fait, qui ont envie de faire une activité de type team building ou rassemblement. On peut même faire un party de famille comme ça. Et nous, on organise le nettoyage, on trouve le lieu, on fournit tout le matériel et on fait toujours ça le fun. On amène des glacières avec de la bière, des jus, du kombucha pour tout le monde. Donc, on fait ça festif, un 3 heures de temps où on peut faire une bonne action environnementale et en même temps, de faire une activité de cohésion d'équipe. Sur votre site Internet, que je trouve vraiment intéressant, j'invite les gens d'ailleurs à y aller sur missionmilton.com. Il y a des ateliers dans les écoles. On peut voir que vous offrez aussi des conférences. On peut même acheter des T-shirts. Absolument, puis les fonds vont à l'organisation. Les fonds vont à l'organisation. Alors, on invite les gens vraiment à aller sur votre site en grand nombre. Ben oui, tout à fait. Tout le soutien nous est très utile. On est une très petite organisation. Donc, tous les dollars qui sont investis dans notre organisation servent réellement sur le terrain. On a un employé à temps plein, c'est moi, mais on a une armée de bénévoles, de volontaires et d'ambassadeurs qui nous permettent d'avoir un grand mouvement, même si on est une très petite organisation. C'est ce qui fait qu'on est extrêmement efficace pour chaque dollar investi. Parfait. Ben, en tout cas, je sais que le fédéral veut protéger 30 des océans d'ici 2030, mais il faut dire que ça commence par le fleuve, ça commence par les rivières. Alors, vraiment, autour de chez soi, ça commence là aussi, la protection, bien sûr. Jimmy Vigneux, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Ça a été un plaisir également. Merci, au revoir. Et bonne chance, oui. Bon, j'ai...
Et nous allons nous entretenir maintenant avec Lucila Guerrero, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour, Madame Guerrero. Et bonjour et merci pour l'invitation. Oui, ben vous faites de grandes choses, faut le dire là. Vous êtes engagé pour une grande cause, celle de l'autisme notamment. Vous vivez vous-même avec le spectre de l'autisme et vous êtes en fait on appelle ça père partenaire au CHUM aussi pour la recherche. Et vous êtes aussi, vous avez il y a votre fils également qui vit avec le spectre de l'autisme. Oui, effectivement, mais mon engagement date de 14 ans que j'ai commencé à m'impliquer pour la reconnaissance positive des personnes autistes. Moi-même, je suis autiste, mon fils aussi. Et j'ai milité surtout pour avoir le droit à prendre la parole. À l'époque, c'était rare. C'était pas très fréquent que les personnes autistes participaient publiquement. Et on voulait, je me suis associée avec d'autres adultes autistes, et on voulait changer un peu le discours et ajouter notre vécu, notre parole à ce qu'on disait sur les personnes autistes. Oui, parce que vous êtes une militante, vous luttez contre la stigmatisation des personnes autistes. Puis vous êtes en même temps une artiste, enfin. Donc, tous les moyens sont bons, finalement, pour faire reconnaître le droit aussi, bien sûr, des personnes autistes, et puis de les mettre aussi davantage à l'avant-plan. Oui, c'est ça. Dans le respect, oui. Au début, je ne savais pas comment faire. Je sentais seulement le désir d'agir. Mais peu à peu, on s'est associés. J'ai cofondé l'organisme Autre Créatif avec Antoine Ouellette. Et c'est un organisme pour et par les autistes. Et avec cette mission de reconnaissance positive des personnes autistes. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous êtes vous-même mère d'un enfant qui vit avec le spectre de l'autisme. Alors, justement, qu'est-ce que ça vous a fait de voir, vous étiez déjà pas mal engagé, mais le fait d'avoir votre fils, j'imagine que ça vous a donné comme une impulsion supplémentaire. Oui, tout à fait. Ça m'a donné la force pour militer parce que j'étais témoin des injustices, des malentendus, d'un manque de compréhension, de manque de connaissances peut-être. Et des approches parfois à l'école avec de bonnes intentions, mais qui n'étaient pas l'adéquate et qui au lieu de l'aider, apportaient de la détresse. Exactement. Votre fils en vivait aussi de la détresse. Oui. Oui, à l'école, oui, parce que on ne comprenait pas son fonctionnement. Parfois, il a été jugé par des comportements autistiques, comme faire de l'écolalie ou je ne sais pas, faire des gestes. Donc, il ne se sentait pas compris, il se sentait en détresse, mais malgré tout, il a continué, il a fini. Maintenant, il est rendu cégep et il est impliqué aussi à sa façon, selon ses possibilités, avec oui, parce que, en quelque sorte, votre implication lui a un petit peu sauvé la vie parce que, avec cette détresse, c'est ça, il était vraiment aussi découragé, alors que vous, comme militante, comme personne qui avait tous ces projets, ça lui a permis aussi de mieux vivre avec cette différence, si on veut. Oui, en tant que maman, j'ai misé beaucoup sur mon estime de soi. Et aussi qu'il avait le droit de s'exprimer, de dire d'expliquer comment il fonctionne, d'expliquer quand quelque chose ça fonctionne pas pour lui. Et aussi, j'ai misé beaucoup sur la défense des droits pour apprendre qu'il pouvait aussi faire des actions et dans le respect, gentillesse et tout ça, expliquer qu'est-ce qui convient pour lui. Les écoles, je pense, sont beaucoup plus sensibilisées maintenant, mais parce que c'est important aussi que l'autisme chez les enfants, quand même, doit être traité assez rapidement. C'est-à-dire que le diagnostic, quand même, il ne faut pas trop tarder parce que, finalement, il faut mettre en place toutes sortes de stratégies pour encadrer les enfants.
Mais parfois, mais c'est comme un double, double défi parce que on devrait agir, je sais qu'il y a des listes d'attente, on devrait agir selon les besoins de la personne, de Exact. l'enfant. Qui diffèrent selon les Et, enfants, oui. oui, sans attendre un diagnostic. Non, si l'enfant a des difficultés dans certains aspects, ben, le soutenir dans cet aspect. Ben, en attendant, le diagnostic est très important pour mieux se comprendre et pour mieux s'accepter aussi et pour mettre en place des adaptations. Mais en attendant, je pense que il faut miser sur les forces de la personne, de l'enfant unique. Non? Oui, à la base, finalement, pour tout parent, c'est sans doute un des conseils qu'on pourrait donner aux parents, c'est évidemment d'être, de bien être à l'écoute des besoins de son enfant. Bon, quels que soient les besoins, je veux dire, en fait, et c'est ça, comme vous dites, ce n'est pas nécessairement d'attendre d'avoir un diagnostic pour poser des gestes ou pour juste être à l'écoute des besoins dans le respect de son enfant, finalement. Oui, et surtout parce que en autisme, la population est très diversifiée, ce sont des caractéristiques différentes. Mais je dirais d'écouter si l'enfant dit que tel bruit fait du mal et qu'il se bouche les oreilles, ne pas l'empêcher de se boucher les oreilles, par exemple. Ou C'est ça. qu'il a besoin de, je ne sais pas, qu'il dit que la lumière l'agresse. Et offrir des adaptations, non? Aux portes mon fils, par exemple, je lui ai donné des lunettes de soleil. Oui, exactement, parce qu'ils ont souvent de l'inconfort sensoriel, alors que ce soit des odeurs trop fortes, des sons, bien sûr, qui sont trop importants, là, la lumière. Alors, c'est un tas de choses, finalement, de petites choses qu'on pourrait facilement déceler, en tout cas, plus facilement si on était un peu plus au fait. Alors, vous faites de la sensibilisation, mais qu'est-ce que vous faites aussi au CHUM avec, parce que vous participez aussi indirectement à la recherche? Oui, je collabore avec la recherche depuis presque 10 ans et je collabore avec plusieurs équipes, mais mon travail à temps plein, c'est à l'Université UQAT et pour le projet Continuum Autisme. C'est ça, ce projet-là. Ça, c'est le continuum autiste, hein, c'est beaucoup pour, c'est-à-dire développer, bon, avec les parents, par exemple, ou c'est pour les adultes, hein, pour une clientèle plus âgée aussi. C'est pour la clientèle adulte et l'objectif, pour dire de façon courte, c'est d'améliorer la continuité des services en santé mentale, dépendance et les personnes autistes. Je m'excuse. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le programme par aidant? Est-ce que c'est ça? Et on inclut, oui, on va inclure un programme de par aidant. OK. Para pour personnes autistes. Et donc, c'est ça qu'on est en train de construire. Et là, mon expérience dans cette équipe, j'ai collaboré avec plusieurs équipes, comités de travail, etc. Et ce qui est nouveau ici, c'est une approche participative où il y a une diversité de connaissances, de personnes avec des connaissances, de savoir, et toutes ces connaissances sont respectées et valorisées sans hiérarchie. Donc, moi, je suis une personne autiste qui vient de la communauté, et ce que j'apporte, je sens que c'est reconnu, et c'est entendu, on les discute, on travaille ensemble, et ce qui favorise ma participation. Dans Exactement. Et comme artiste, de quelle façon, de quelle façon ça rejaillit finalement sur votre engagement par rapport à l'autisme? En tant qu'artiste, j'ai développé des projets pour démystifier et décider, par exemple, il y avait une croyance que les autistes ne ressentent pas des émotions ou de l'amour. Peut-être parce qu'on les manifeste d'une autre façon.
Et l'un de mes projets, ça a été le projet Aimer dans l'imbroglio, que c'était un projet photographique, mais aussi pour cueillir des témoignages de personnes autistes par rapport à l'amour de toutes les formes d'amour, amour de soi, amour dans la famille, de l'amitié, etc. C'est vrai, l'amour est au cœur, c'est vrai, de votre engagement, de votre travail, c'est sûr. Oui. Ça revient partout, là. Ouais. Oui, c'est ça. Alors donc, vous avez à la fois étudié en sciences sociales, vous faites de la photographie, vous écrivez, vous publiez, vous militez, enfin, pour la neurodiversité, en fait, et l'inclusion sociale. Alors, c'est vraiment du beau travail que vous faites. C'est vraiment très important, très apprécié, j'imagine aussi, par les chercheurs, hein, les médecins qui travaillent avec vous. C'est toujours très important. Et j'invite les gens à aller s'informer sur toutes sortes en fait, de moyens aussi de voir un petit peu qu'est-ce que nos enfants, s'il y a une petite différence, s'il y a quelque chose qui les agresse un tout petit peu plus, enfin, d'être à l'affût de toutes sortes de comportements qui pourraient nous faire croire que oui, il peut y avoir un problème au niveau du spectre de l'autisme, mais pas nécessairement, mais je veux dire, puis il y a toutes sortes aussi de façons d'adapter nos comportements, en tout cas, très intéressant. Et puis, on voit sur votre site aussi, où on va avoir tous les détails de plein de choses. Oui. Oui. Alors, oui, est-ce qu'on peut donner une adresse de votre site? Oui, c'est www.lucilaguerrero.com. D'accord. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et c'est une belle musique pour introduire de la BD. Alors, j'accueille à l'instant Cynthia Desruisseaux du Festival de la BD de Prévost. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah, mais très bien. Alors, vous vous préparez pour la fin de semaine qui vient à Prévost, là, ce Festival de la BD, qui en est quand même à sa 12e édition, je pense. Exactement, oui. On est là depuis 2013, donc cette année, on célèbre la 12e édition. Alors, vraiment. Et puis là, ça veut dire beaucoup, une trentaine de participants? Bien, plus presque 40. On est à 39 participants en tout, donc des BDistes un peu partout au Québec, donc vivant au Québec, mais il y en a d'origine européenne aussi, là, donc on a des BDistes vraiment de partout qui vont être présents. D'accord. Donc, et puis, évidemment, c'est présenté, c'est présenté à l'école du Champ-Fleury, hein, je pense? Exactement, à l'école du Champ-Fleury, on fait ça dans la cour extérieure, donc sous chapiteau. Donc, beau temps, mauvais temps, l'événement peut avoir lieu. On a une scène extérieure avec plein d'animations. On a des chapiteaux d'animation pour les jeunes. C'est vraiment un bel événement. Oui, parce que ça touche tout le monde, hein? Tout le monde est intéressé par la BD, quel que soit notre âge. Effectivement, c'est pas la bande dessinée souvent et on se trompe puis on dit pas on se trompe mais on dit que c'est une lecture d'enfant mais il existe de la très belle bande dessinée québécoise qui est destinée vraiment à tous les publics. Je pense entre autres à Denis Rodier qui a présenté dernièrement La Bombe, qui est une histoire sur la bombe atomique. C'est un document qui fait quelque chose comme 400 quelques pages. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Moi, je pense, étant jeune, quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de BD. On parle à l'époque là, des Tintins, Bill et Boule, c'est ça? Voilà. Oui, exact. Et je me dis, c'était comme une belle porte d'ouverture à la lecture. J'ai commencé à aimer la lecture avec la BD. Même si on dit que c'est pour tout âge, là, mais jeune, ça m'a aidé beaucoup à apprécier lire à tous les jours.
Oui, puis c'est le fun parce que la bande dessinée, ben, c'est illustré, mais il y a aussi des textes. Donc, des fois, ça nous permet de mieux comprendre la mise en contexte, l'environnement, l'ambiance. Donc, c'est vraiment un beau médium. C'est autant du visuel que du texte, là. Donc, c'est un beau complément tous les deux. Tout à fait. Donc, c'est l'activité parfaite pour la famille. Donc, exposition du dessin en direct, hein? Très intéressant, ça aussi. Oui, tout à fait. Dans le fond, les dessins en direct, et on a des combats de personnages aussi sur scène qui sont présentés par la Fab à dessin. Donc, les dessins en direct, en fait, on a un artiste qui est sur scène, on a l'animateur qui fait une espèce d'entrevue pendant qu'il dessine un personnage. Et les combats, eux, c'est deux artistes qui s'affrontent et le public qui soumet des idées. Donc, les combats, c'est très loufoque, alors que les dessins, c'est un petit peu plus sérieux. Oui, c'est ça. Puis il y a de la réalité virtuelle également, je pense. Exactement. On revient cette année avec BD 3D, qui est une immersion dans de la réalité virtuelle. Donc, on va découvrir 4 univers de bande dessinée québécoise. Les gens enfilent un casque, puis ils vont pouvoir se promener à l'intérieur d'une scène de bande dessinée. Ah, un jeu d'évasion aussi? Tout à fait. On a un jeu d'évasion, inspiré d'Aventurosaure, qui est un personnage très populaire auprès des jeunes. Donc, c'est un jeu d'une dizaine de minutes. C'est vraiment adapté pour les plus petits. Et les jeunes vont en ressortir, quand ils vont réussir à ouvrir le coffre au trésor, vont ressortir avec un petit cadeau surprise. Ah, d'accord. Et puis, on a de la BD 3D? Oui, bien, BD 3D, c'est la réalité virtuelle, justement. Ah, d'accord, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est On ça. a des kiosques alimentaires qui vont être sur le site. Donc, on a la boucherie d'Abbesse qui va offrir plus un menu, on va dire cantine, là, hamburger, hot dog. On a le microbrasserie Shawbridge qui est sur place pour les breuvages. On a aussi Desjardins qui offrent des limonades gratuitement aux festivaliers. Et on a 2 jeunes qui font une levée de fonds pour leur compétition sportive qui vont vendre maïs soufflé et barbe à papa. Donc, les gens sur le site ont quelque chose pour s'amuser, ils ont quelque chose pour se remplir l'estomac aussi. On manque de rien. Et c'est accessible, hein, aussi, le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. C'est un site qui est relativement plat. Donc, depuis qu'on est sur ce site-là, qu'on se dit accessible. Par contre, cette année, on redouble encore plus d'efforts. On tente d'aller chercher la certification qui roule. Donc, on adapte encore plus là, les différentes zones sur le site. Il va y avoir des rampes d'accès qui donnent directement, par exemple, dans le gymnase où les libraires vont être installés, où il y a le jeu d'évasion. On va avoir des zones de repos intérieures qui vont être aménagées. Oui, des toilettes accessibles, bien sûr. Les aussi. toilettes accessibles, ça, oui, sont là depuis toujours, mais effectivement, on va avoir 2 toilettes accessibles. On a une zone qui va être dédiée pour le soulagement des chiens d'assistance. On aménage un débarcadère là, à l'entrée du site. On a des stationnements à proximité qui vont être réservés, marqués au sol. On a fait réparer aussi une section de la chaussée là, où il y avait des petits trous. Donc, on l'a tout fait réparer pour que vraiment là, tout le monde y trouve son compte puis puisse circuler sur le site agréablement. Et puis, on a aussi une aire de détente, hein, où on peut faire la lecture de BD. Tout à fait. Dans la programmation, en fait, là, on a, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, il y a une zone de maquillage, il va y avoir des mascottes. Puis près de la zone de maquillage, dans un coin qui est à l'ombre, sous les arbres, on a plein de tables, de chaises qui sont aménagées pour que les gens puissent se reposer puis profiter des lectures qu'ils viennent d'acquérir chez les libraires. Oui, très populaire quand même, les festivals de BD. On a celui à Montréal qui a lieu toujours sur la rue Saint-Denis. On a, je pense à ce grand festival d'Angoulême, là, qui est l'équivalent, ça c'est en Europe, évidemment, équivalent du festival de Cannes, là, mais pour la BD, en fait, il y a vraiment des fans qui courent les festivals de BD un peu partout dans le monde même. Alors, c'est très intéressant. Et puis, évidemment, j'imagine que aussi, il y a peut-être, au niveau de tous les gens qui se retrouvent là, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est tous les BDistes qui se retrouvent année après année comme ça et qui peuvent discuter. Là, j'imagine que par les temps qui courent, on doit beaucoup discuter d'intelligence artificielle. Bien, effectivement, on le voit beaucoup circuler ça sur les réseaux sociaux parce que c'est de plus en plus... l'intelligence artificielle prend la place, on va dire. Donc, c'est un peu un combat que les BDistes mènent actuellement là, pour faire reconnaître leur talent qui est unique. Puis, c'est ça, pendant le festival, nous, on a la chance d'avoir les auteurs les 2 jours au complet. Là, ils n'ont pas des plages horaires, ils sont vraiment là tout le temps. Et oui, c'est un sujet de discussion
discussion inévitablement là, qui revient dans les discussions parce que c'est de plus en plus présent. Ah oui, il y a des BD qui sont produites là, enfin qui sont générées par l'intelligence artificielle maintenant. Évidemment en Asie, souvent là, ça part bien sûr souvent de l'Asie, tout ça, mais je veux dire, il y en a partout là dans le monde. De l'intelligence artificielle nous gagne partout, mais enfin, alors c'est vraiment un grand défi pour ces artistes qui sont ces BDistes. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà un défi au Québec d'être auteur. C'est déjà un défi encore plus grand d'être auteur dans la bande dessinée parce que c'est un marché qui est encore plus restreint. Puis quand on arrive puis qu'on a on va dire de la compétition, puis je pense pas que c'est du tout le même niveau de qualité, de créativité, mais là, il y a ça qui vient se rajouter. C'est comme une embûche de plus. Puis je crois que des festivals comme Angoulême, c'est le plus grand au monde, mais Montréal, Québec a son festival, Gatineau aussi, il y a nous. On cherche un peu à démocratiser tout ça puis à faire rayonner le talent qui existe auprès de ces créateurs francophones-là. Oui, alors vous le faites très bien. Alors c'est vraiment depuis 12 ans, là, 12e édition cette année de ce festival de la BD à Prévost dans les Laurentides. Alors c'est vraiment intéressant pour les gens aussi dans le secteur. Puis ça fait en sorte aussi que les gens peuvent aller faire un tour chez vous pour une petite escapade de week-end. Effectivement, puis en plus, on est situé dans les Laurentides, donc il y a plein d'autres choses à faire aux alentours. Donc oui, c'est vraiment une belle activité à faire ce week-end. Alors ça se passe donc ce samedi et dimanche, hein? Oui, tout au long de la journée. Ça commence à 10h, je pense? Oui, 10h à 16h à l'école du Champ-Fleury, en plein air, avec une section à l'intérieur. On a un plan B, C, D, parce que là, il y a un petit annonce de pluie à l'horizon, mais on a plein de plans. L'événement a lieu, beau temps, mauvais temps. Ça, vous êtes bien organisé. Nous, on va réaménager le tout, mais oui, on a des beaux auteurs en plus qui viennent nous voir cette année. On a un nouveau qui n'est jamais venu de l'AF, qui vient de reprendre dernièrement Gaston Lagaffe, là, qui est une des plus iconiques. C'est une grande vedette, ça, oui. OK. Exactement. C'est tout le temps qu'on a, évidemment. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, moi, j'en profite pour souhaiter à tous nos éditeurs, une bonne journée. On se retrouve demain à Aime l'été.